1984, écrit par George Orwell en 1948, lu par Équilivre, livre audio. Deuxième partie. Chapitre 5. Suite. Winston fit part à Julia de l'étrange intimité qui existait ou semblait exister entre O'Brien et lui, et de la tentation qui le prenait parfois de se mettre simplement en présence d'O'Brien, de lui annoncer qu'il était l'ennemi du parti et de lui demander son aide. Assez étrangement, l'impossibilité et la témérité de cet acte ne la frappèrent pas. Elle était habituée à juger des gens par leur visage, et il lui semblait naturel que Winston pût croire en la loyauté d'O'Brien sur la seule foi d'un éclair des yeux. De plus, elle considérait comme admis que tout le monde ou presque tout le monde haïssait en secret le parti, et violerait les règles s'il était possible de le faire sans danger. Mais elle refusait de croire qu'une opposition vaste et organisée existât ou pût exister. Les histoires sur Goldstein et son armée clandestine, disait-elle, n'étaient qu'un tas de balivernes que le parti avait inventé pour des fins personnelles et qu'on devait faire semblant de croire. Elle avait un nombre incalculable de fois lors des rassemblements du parti et au cours de manifestations spontanées demandé en criant à tue-tête, pour des crimes supposés auxquels elle n'ajoutait pas la moindre créance, l'exécution de gens dont elle n'avait jamais entendu les noms. Quand il y avait des procès publics, elle tenait sa place dans les détachements de la Ligue de la jeunesse qui entouraient les tribunaux du matin au soir et chantait à intervalles réguliers « Mort aux traîtres ». Pendant les 2 minutes de la haine, les insultes qu'elle proférait contre Goldstein dominaient toujours celles des autres. Elle n'avait pourtant qu'une idée très vague de Goldstein et des doctrines qu'il était censé représenter. Elle avait grandi après la Révolution et était trop jeune pour se rappeler les batailles idéologiques de 1950 à 1969. Une chose telle qu'un mouvement politique indépendant dépassait le pouvoir de son imagination, et en tout cas, le parti était invincible. Il existerait toujours et serait toujours le même. On ne pouvait se révolter contre lui que par une désobéissance secrète, ou, au plus, par des actes isolés de violence, comme de tuer quelqu'un ou de lui lancer quelque chose à la tête. Elle était par certains côtés beaucoup plus fine que Winston et beaucoup moins perméable à la propagande du parti. Il arriva une fois à Winston de parler à propos d'autre chose, de la guerre contre le razzia. Elle le surprit en disant avec désinvolture qu'à son avis il n'y avait pas de guerre. Les bombes fusées qui tombaient chaque jour sur Londres étaient probablement lancées par le gouvernement de l'Océania lui-même, juste pour maintenir les gens dans la peur. C'était une idée qui littéralement n'était jamais venue à Winston. Julia éveilla encore en lui une sorte d'envie lorsqu'elle lui dit que pendant les 2 minutes de la haine, le plus difficile pour elle était de se retenir d'éclater de rire. Mais elle ne mettait en question les enseignements du parti que lorsqu'il touchait de quelque façon à sa propre vie. Elle était souvent prête à accepter le mythe officiel, simplement parce que la différence entre la vérité et le mensonge ne lui semblait pas importante. Elle croyait, par exemple, l'ayant appris à l'école, que le parti avait inventé les aéroplanes. Winston se souvenait qu'à l'époque où il était, lui, à l'école, vers 1958-59, c'était seulement l'hélicoptère que le parti prétendait avoir inventé. Une douzaine d'années plus tard, pendant les années de classe de Julia, il prétendait déjà avoir inventé l'aéroplane. Dans une génération, il s'attribuerait l'invention des machines à vapeur. Et quand il lui dit que les aéroplanes existaient avant qu'il fût né et longtemps avant la Révolution, elle trouva le fait sans intérêt aucun. Après tout, quelle importance cela avait-il que ce fût celui-ci ou celui-là qui ait inventé les aéroplanes ? Ce fut plutôt un choc pour Winston de découvrir à propos d'une remarque faite par hasard qu'elle ne se souvenait pas que l'Océania, il y avait 4 ans, était en guerre contre l'Estasia et en paix avec l'Eurasia. Il est vrai qu'elle considérait toute la guerre comme une comédie, mais elle n'avait apparemment même pas remarqué que le nom de l'ennemi avait changé. « Je croyais que nous avions toujours été en guerre contre l'Eurasia, dit-elle vaguement. Winston en fut un peu effrayé. L'invention des aéroplanes était de beaucoup antérieure à sa naissance, mais le nouvel aiguillage donné à la guerre datait de 4 ans seulement, bien après qu'elle eût grandi.
Il discuta à ce sujet avec elle pendant peut-être un quart d'heure. À la fin, il réussit à l'obliger à creuser sa mémoire jusqu'à ce qu'elle se souvînt confusément qu'à une époque c'était l'Estasia et non l'Eurasia qui était l'ennemi. Mais la conclusion lui parut encore sans importance. Qui s'en soucie, dit-elle avec impatience. C'est toujours une sale guerre, après une autre, et on sait que de toute façon, les nouvelles sont toujours fausses. Il lui parlait parfois du commissariat aux archives et des impudentes falsifications qui s'y perpétraient. De telles pratiques ne semblaient pas l'horrifier. Elle ne sentait pas l'abîme s'ouvrir sous ses pieds à la pensée que des mensonges devenaient des vérités. Il lui raconta l'histoire de John, d'Aronson et Rutherford et de l'important fragment de papier qu'il avait une fois tenu entre ses doigts. Elle n'en fut pas très impressionnée. Elle ne saisit pas tout de suite, d'ailleurs, le nœud de l'histoire. Étaient-ce tes amis demanda-t-elle. Non, je ne les ai jamais connus. C'étaient des membres du parti intérieur. En outre, ils étaient beaucoup plus âgés que moi. Ils appartenaient à l'ancienne époque, d'avant la Révolution. Je les connaissais tout juste de vue. Alors qu'y avait-il là pour te tracasser? Il y a toujours eu des gens tués, n'est-ce pas? Il essaya de lui faire comprendre. C'était un cas exceptionnel. Il ne s'agissait pas seulement du meurtre d'un individu. Te rends-tu compte que le passé a été aboli jusqu'à hier? S'il survit quelque part, c'est dans quelque objet auquel n'est rattaché aucun mot, comme ce bloc de verre sur la table. Déjà, nous ne savons littéralement presque rien de la Révolution et des années qui la précédèrent. Tous les documents ont été détruits ou falsifiés, tous les livres réécrits, tous les tableaux repeints. Toutes les statues, les rues, les édifices ont changé de nom, toutes les dates ont été modifiées, et le processus continue tous les jours, à chaque minute. L'histoire s'est arrêtée. Rien n'existe qu'un présent éternel dans lequel le parti a toujours raison. Je sais naturellement que le passé est falsifié, mais il me serait impossible de le prouver, alors même que j'ai personnellement procédé à la falsification. La chose faite, aucune preuve ne subsiste. La seule preuve est à l'intérieur de mon cerveau, et je n'ai aucune certitude qu'un autre être humain quelconque partage mes souvenirs. De toute ma vie, il ne m'est arrivé qu'une seule fois de tenir la preuve réelle et concrète. Des années après. Et à quoi cela t'avançait-il? À rien, parce que quelques minutes plus tard j'ai jeté le papier. Mais aujourd'hui, si le cas se reproduisait, je garderai le papier. Eh bien, pas moi, dit Julia. Je suis prête à courir des risques, mais pour quelque chose qui en vaut la peine, pas pour des bouts de vieux journaux. Qu'en aurais-tu fait, même si tu l'avais gardé? Pas grand-chose peut-être, mais c'était une preuve. Elle aurait pu implanter quelques doutes çà et là si j'avais osé la montrer. Je ne pense pas que nous puissions changer quoi que ce soit pendant notre existence, mais on peut imaginer que de petits nœuds de résistance puissent jaillir çà et là, de petits groupes de gens qui se ligueraient, et dont le nombre augmenterait peu à peu. Ils pourraient même laisser après eux quelques documents pour que la génération suivante reprenne leur action, au point où ils l'auraient laissée. La prochaine génération ne m'intéresse pas, chérie. Ce qui m'intéresse, c'est nous. De la taille aux orteils, tu n'es qu'une rebelle, chérie. Elle trouva la phrase très spirituelle, et ravie jeta ses bras autour de lui. Elle ne prêtait pas le moindre intérêt aux ramifications de la doctrine du parti. Quand il se mettait à parler des principes de Langsoc, de la double pensée, de la mutabilité du passé, de la négation de la réalité objective, et qu'il employait des mots novlangues, elle était ennuyée et confuse, et disait qu'elle n'avait jamais fait attention à ces choses. On savait que tout cela n'était que baliverne, alors pourquoi s'en préoccuper? Elle savait à quel moment applaudir, à quel moment pousser des huées, et c'est tout ce qu'il était nécessaire de savoir. Quand il persistait à parler sur de tels sujets, elle avait la déconcertante habitude de s'endormir. Elle était de ces gens qui peuvent s'endormir à n'importe quelle heure et dans n'importe quelle position. En causant avec elle, Winston se rendit compte à quel point il était facile de présenter l'apparence de l'orthodoxie sans avoir la moindre notion de ce que signifiait l'orthodoxie. Dans un sens, c'est sur les gens incapables de la comprendre que la vision du monde qu'avait le parti s'imposait avec le plus de succès. On pouvait leur faire accepter les violations les plus flagrantes de la réalité parce qu'ils ne saisissaient jamais entièrement l'énormité de ce qui leur était demandé et n'étaient pas suffisamment intéressés par les événements publics pour remarquer ce qui se passait. Par manque de compréhension, ils restaient sains,
Ils avalaient simplement tout, et ce qu'ils avalaient ne leur faisait aucun mal, car cela ne laissait en eux aucun résidu, exactement comme un grain de blé qui passe dans le corps d'un oiseau sans être digéré.